Bonsoir, bienvenue, ça vous regarde en direct, ravi de vous retrouver. Au sommaire ce soir, comment va la jeunesse à l'aube de la sortie de crise? Elle fait la fête, mais son déconfinement est en trompe-l'œil. C'est elle qui a le plus souffert de la pandémie, appauvrissement, déscolarisation, détresse psychique. Comment lui donner de nouvelles perspectives? Une mesure pourrait être annoncée dans les prochains jours, la garantie jeune universelle. On en parle dans un instant dans notre grand débat. Elle avait choqué l'opinion et suscité l'émotion dans toute la société. L'affaire Sarah Halimi, cette femme tuée, femme juive tuée en 2017, dont le meurtrier jugé irresponsable parce que drogué avait échappé au procès. Deux députés font des propositions pour combler ce vide juridique entre responsabilité et abolition du discernement. On en parlera dans notre décryptage. Enfin, notre grand témoin ce soir est un optimiste. Et pour lui, la tragédie de la crise nous a fait grandir et même donné de nouvelles envies. Déménager, divorcer, changer de métier. Bref, la révolution que l'on attendait est arrivé. Le sociologue Jean Viard est avec nous ce soir. Voilà donc pour le programme. C'est parti, #CVR. N'hésitez pas, place au débat. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci de partager votre soirée avec la nôtre. Bonsoir Jean Viard. Bonsoir madame. Vous réajustez votre masque. Les règles de l'Assemblée nationale sont très strictes. Et maintenant, voilà, avec plus de 3 invités, nous avons apporté un masque. Ravi de vous accueillir, je le disais, vous êtes sociologue et vous êtes plein d'espoir. J'ai envie de dire, vous livrez dans votre dernier livre un premier bilan très fouillé de la crise sanitaire, la grande pandémie, comme vous l'appelez. La révolution que l'on attendait est arrivée. C'est aux éditions de l'Aube. On va en parler longuement tout à l'heure. Comment nous tournons la page de la civilisation industrielle pour nous ancrer dans les territoires, dans une civilisation écologique et numérique. Ce sera dans la deuxième partie de cette émission. Mais on commence, comme promis, avec la jeunesse qui s'est sacrifiée, a-t-on pu lire, pendant le Covid. Et elle l'a fait savoir aussi. Bonsoir, Paul Maillot. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes président de la FAGE, le premier syndicat étudiant de France. La FAGE qui a réalisé une grande enquête sur les 18-25 ans. On va y revenir tout à l'heure. Sarah El Haïry, la secrétaire d'État à la jeunesse, va nous rejoindre dans quelques toutes petites minutes. Le temps pour Stéphane Blakowski, que je vous présente, messieurs, bonsoir, de nous planter le décor. Bonsoir Myriam. Si j'ai bien compris, c'est à vous tout de suite. Si j'ai bien compris ce soir. Si j'ai bien compris, Myriam, c'était pas facile d'avoir 20 ans pendant le confinement. C'est le cas de personne autour de cette table. Mais en tout cas, cette crainte, elle a été exprimée dès octobre dernier par le président Macron, qui s'inquiétait justement du sort des jeunes. On l'écoute. C'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Oui. C'est dur. Donc je donnerai jamais de leçons à nos jeunes. Parce que ce sont ceux qui, honnêtement, vivent un sacrifice terrible. Des examens annulés. De l'angoisse pour les formations, de l'angoisse pour trouver le premier job. Alors, le président s'inquiète pour les jeunes, mais il n'est pas le seul. Les Français aussi s'inquiètent. Vous voyez, quand on leur pose la question, il y a un sondage qui est paru sur ce sujet, la réponse est assez intéressante parce qu'on voit à gauche que quand on demande aux gens pour leur avenir personnel, ils restent majoritairement optimistes, même si c'est une courte tête, à 51%. En revanche, quand on leur demande ce qu'ils pensent de l'avenir des jeunes, alors là, c'est le pessimisme qui l'emporte immédiatement. Vous voyez, presque 70% d'entre nous sont pessimistes. Donc la conséquence... Bonsoir Sarah El Haïry. Voilà, vous venez juste d'atterrir. Vous arrivez d'où d'ailleurs? Exactement, j'arrive de l'Aude et de l'Hérault, puisque je suis en train de faire un tour de France des jeunes entre 15 et 17 ans pour parler démocratie et service national universel. On est ravis de vous accueillir. Justement, on a abordé le moment où on se disait qu'il y avait une inquiétude pour les jeunes et que notamment les Français, vous voyez, malgré vos efforts, trouvent à 66%, donc à 2 tiers, que le gouvernement n'en fait pas assez. Alors pourtant, le président s'est beaucoup adressé aux jeunes ces derniers mois. Alors ça c'est vrai Myriam, en même temps ça n'a rien de surprenant. On a lu un article du Monde où on apprenait que le président avait carrément une obsession pour la jeunesse. C'est peut-être une exagération, mais c'est vrai qu'il a été quand même très présent sur les médias et les réseaux sociaux fréquentés par les jeunes. Donc en décembre par exemple, cette interview qui avait été donnée aux médias en ligne Brut, 7 millions de jeunes qui le regardent. Puis il est très présent aussi sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram. Vous y êtes Myriam? Insta, j'y suis, oui. Oui, alors sur Snapchat? Non. Ah voilà, et sur TikTok? Ah non, forcément non. Je suis trop vieille là pour TikTok. Les très jeunes, et lui, il est présent. Il y avait aussi bien sûr McFly et Carlito. Moi, ça m'a plutôt amusé. Le résultat, c'est que cette opération séduction un peu tout azimut a plutôt porté des fruits, puisque dans les sondages au mois de mars, on apprenait qu'il avait gagné 15 points de popularité chez les 8-25 ans et qui a
crois un peu plus de 50%, avaient plutôt une bonne opinion de lui. Bon, ça, c'est plutôt de la com, hein, vous en conviendrez. C'est important la com, malgré tout. Hein. Qu'est-ce que ce gouvernement propose pour la jeunesse ? Concrètement, le gouvernement, lui, forcément, il ne s'est pas contenté de communiquer. Il a lancé quelques initiatives quand même. Alors, pendant le confinement, on se souvient notamment des mesures très concrètes pour les repas à 1 euro pour les étudiants, le chèque psy parce qu'on s'inquiétait de la fragilité psychologique des jeunes pendant la crise. Et puis, il y a aussi des mesures qui ont été lancées un peu plus larges cette fois-ci pour soutenir l'emploi des jeunes. C'est notamment le plan Un jeune, une solution. Là encore, on parle aux jeunes. Vous voyez, Elisabeth Borne a été chez Hanouna pour expliquer son plan. Mais en fait, ce que voudrait le gouvernement, c'est quand même de marquer un gros coup, de faire une mesure qui marque l'opinion et les esprits. Donc, il pense à une garantie jeune universelle. Ce qu'on imagine, ça serait quelque chose qui s'adresse donc aux jeunes qui sont sans emploi, mais qui ne font pas d'études non plus, un peu plus d'1 million en France. Ils auraient droit pendant 18 mois à 500 €. À condition, bien sûr, de chercher un boulot. On va en parler dans le détail, on va essayer d'en savoir plus avec vous, Madame la secrétaire d'État. Dans ce cas, pourquoi ne pas simplement étendre le RSA à tous les jeunes ? Alors ça, c'est ce que voudrait la gauche, essentiellement. D'ailleurs, il y a une tribune qui a été publiée dans Le Monde, signée par des élus socialistes, notamment par Anne Hidalgo, et qui réclamait ça, l'extension du RSA en dessous de 25 ans, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Donc au gouvernement, on préfère une autre idée que je vous ai expliquée, donc un temps limité, 18 mois, puis surtout une obligation de chercher soit une formation, soit un emploi. Alors, la meilleure solution, quelle est-elle ? Je ne sais pas, certainement, vous allez en discuter ici. Je voudrais juste, avant de vous céder la parole, citer une autre étude, une dernière. On a interrogé les 18-25 ans. On leur a demandé, d'une part, si 20 ans était le plus bel âge de la vie. Ils ont dit oui à 68%. Et on leur a demandé si les jeunes avaient l'énergie pour changer le monde. Et ils ont encore répondu oui à 78%. Bon, alors, on a donc des raisons s'inquiète pour les jeunes. Mais manifestement, eux, ils n'ont pas envie de se laisser abattre. Bon, c'est ce qu'on va voir maintenant. Merci beaucoup, Stéphane. Je vais commencer avec vous, Paul Maillot, parce que c'est intéressant de vous faire rebondir là-dessus. On a beaucoup parlé de génération sacrifiée. C'est justifié ou c'est exagéré, cette expression ? Alors, ce qu'on a beaucoup dit avec la FAGE, et on le voit avec l'énergie, c'est que si demain on n'avait pas des filets de sécurité minimum afin de pouvoir donner, au-delà de l'énergie, les moyens à la jeunesse de pouvoir construire leur propre avenir, on pourra parler de jeunesse sacrifiée. Et effectivement, on avait pu avoir une série de montées de pression médiatique, politique également, qu'on avait pu instiguer avec la fédération, de sorte à pouvoir impulser tout ce qui était inhérent à des réformes de bourses sur critères sociaux. Ouais. On va parler de la jeunesse en général, parce qu'il y a ceux qui cherchent du travail, il y a ceux qui sont à l'université, les étudiants. Vous pourriez mettre des mots sur l'état d'esprit de la jeunesse ? Je sais que vous n'êtes pas son représentant, mais elle se déconfine, on la voit faire la fête. En même temps, on a vu des images qui ont marqué vraiment la société française, ces longues files d'attente dans les banques alimentaires. On a vu aussi ces étudiants obligés de lâcher leur logement parce qu'il n'y avait plus de job pour payer le loyer. C'est quoi la tonalité de la jeunesse aujourd'hui, à votre avis ? Et c'est assez mitigé, on est en sortie de crise, donc effectivement on commence à retrouver les beaux jours, on commence à retrouver le déconfinement, la possibilité de pouvoir retrouver nos proches, retrouver les personnes qui nous sont chères, donc effectivement c'est quand même assez positif. Les bars, les cinémas, les restaurants, ça compte aussi. La culture effectivement, et tout ce qui est festif, bien entendu, de pouvoir s'émanciper par les relations sociales, se construire en tant qu'individu, mais on a tout de même une certaine appréhension sur la rentrée, sur la recherche du premier emploi, notamment au niveau de l'étude qu'on avait pu commander auprès de l'Institut. Oui, alors c'est très impressionnant vos chiffres. Ipsos, étude réalisée pour la FAGE en mai dernier, 94% des étudiants considèrent que la crise sanitaire a provoqué un décrochage dans leurs études. C'est énorme ce chiffre-là. Ce chiffre, il est absolument énorme et il se trouve que, parce qu'il y a des jeunesses dans notre pays, il faut répondre à chacune d'entre elles dans ses aspirations. Et vous l'avez dit dans Kawa au tout début, vous avez une jeunesse qui est étudiante et il faut lui répondre. Vous avez une jeunesse qui travaille et il faut lui répondre et l'accompagner. Une jeunesse qui cherche du travail. Et il se trouve que chacune d'entre elles mérite pleinement notre attention. Et cet élan, moi je crois à l'élan, je crois à l'énergie et du coup je m'appuie sur cet optimisme de notre jeunesse parce que cet optimisme est le moteur. Maintenant, il faut évidemment le carburant pour l'alimenter. Alors comment on fait et qu'est-ce qu'on fait ? De manière très concrète. Pour la culture, le pass culture, et permettre à toute une tranche d'âge, à 18 ans, de ressortir, de repartir dans les musées, d'acheter des livres. Et d'ailleurs, 300 € par an, c'est ça ? Exactement, 300 € par an, disponible sur une application toute simple. Et ça fait un succès dingue pour une raison toute simple, c'est que notre jeunesse, elle a soif de retrouver du plaisir, reprendre du plaisir, que ce soit dans un festival, bientôt dans des discothèques, ou encore en achetant des livres. Mais pas que. Pas que, parce que la première crainte de chaque jeune, quel que soit d'ailleurs son âge, c'est comment ça va se passer quand je vais rentrer sur le marché du travail ? Quel va être mon premier job ? Comment je vais m'en sortir ? Et ça, c'est vraiment l'engagement collectif de tout un gouvernement.
pour dire, et c'est pour ça qu'on n'est pas favorable au RSA, mais plutôt Alors à la attendez, garantie jeune. on va y venir, on va y venir à cette disposition très Alors sans rentrer dans la disposition. Sur la garantie jeune, on va attendre un peu parce qu'on a un sujet à vous montrer. Simplement, il y a on a vu le panel de solutions que vous avez mis en place, le chèque, les histoires de repas à 1 euro, etc. Est-ce que vous n'avez pas, au fond, tardé à réagir ? Il y a cette idée quand même que voilà, il a fallu des images choc et Très peut-être parce que les âgés et les publics vulnérables étaient prioritaires au début. Mais est-ce que vous n'avez pas au fond manqué cette détresse-là au démarrage de la crise ? Très sincèrement, Madame Ankawa, moi je peux être assez honnête sur le sujet. Personne n'imaginait cette crise sous cette forme-là. Personne n'imaginait qu'elle allait durer aussi longtemps. Et je crois que nous avons eu des réponses qui ont évolué au fur et à mesure que la crise durait dans le temps. Alors, est-ce que ça aurait pu être plus rapide, mieux ? Certainement. Oui. Moi, ce que je vois, c'est que... La première réponse, ça date de juillet 2020, en fait. Pas On a un vraiment. peu engueulé les jeunes. C'est au moment où on engueulait les jeunes pour dire qu'ils Pas faisaient... vraiment, parce que On les a un peu premières culpabilisés mesures- aussi au départ, non ? Pour le coup, moi, De ma position propager a le toujours virus, a été de très faire des claire. fêtes interdites. Jamais opposer les générations, parce que c'est eux qui ont fait le plus gros effort au sens social du terme. Les jeunes. Et les jeunes, bien sûr. Et dès le mois de mars, en réalité, le premier confinement, la première mesure date à ce moment-là, quand on verse 200 € à chaque jeune, en réalité, qui était boursier. C'était la toute première mesure financière. Et on est au premier confinement, c'est-à-dire on est au début. Donc il n'y a pas eu d'aveuglement au départ, qui aurait pu être compréhensible parce que tout le monde était focalisé sur la question des âgés, Je crois, des personnes vulnérables. très sincèrement, je crois qu'il y a eu des réponses qui ont évolué au fur et à mesure et que c'était nécessaire. Ça a évolué parce que c'était un peu en retard, en fait. Parce que si on a augmenté le budget consacré aux jeunes, c'est qu'on n'avait pas consacré assez d'argent au départ. Certainement qu'il y avait un sujet Justifier éventuellement. certainement Alors, un sujet de calendrier, mais au-delà de ça, je crois que le plus important, c'était aussi d'apporter des réponses en fonction de la durée de la crise et personne n'imaginait que cette crise durerait aussi longtemps. Je suis sûre que ça va vous intéresser d'entendre Jean Viard, qui travaille sur la jeunesse depuis longtemps. Vous en parlez d'ailleurs dans votre livre. Qu'est-ce qu'elle a appris, à votre avis, de cette épreuve ? Vous dites même qu'elle peut en ressortir grandie, que cette pandémie peut lui donner un sens à sa vie pour la jeunesse. Dans une société où tout le monde se plaint toujours, c'est vrai qu'on n'avait pas, dans cette société, on n'étudie pas le travail au black. Il faut dire les choses comme elles sont. Les grands lieux de pauvreté pendant la pandémie, c'est les jeunes et les grands quartiers populaires. Parce qu'on fait comme si tout le monde était déclaré ce qu'il faut. Les gardes d'enfants, c'est pas déclaré. Dans les bars, c'est déclaré que quand ça plaît, etc. Donc, je veux dire, c'est vrai que ces groupes-là, qui vivent du black, enfin qui vivent, c'est alors un complément de revenu, c'est vrai qu'on ne sait pas les indemniser. Moi, je me rappelle dès le début, je l'avais dit, attention, le black. Bon, donc, c'est un vrai sujet. La deuxième chose, c'est que moi, je pense que, qu'est-ce qu'un adulte ? C'est ça qu'il faut poser comme question. Pour un sociologue, un adulte, c'est quelqu'un qui a un boulot stable et qui est parent, qui se reproduit. En gros, je deviens adulte. Bon, en France, on est adulte à quel âge ? Premier bébé, 30 ans et 2 mois. Oui. CDI majoritaire, 29 ans. C'est-à-dire que l'âge adulte, ma génération, celle de 68, au fond, on était adulte vers 23-24 ans. La génération d'avant, elle était souvent adulte dans les milieux populaires à 18 ans. Bon. Nous, on a décalé l'entrée dans la vie adulte. Et je trouve ça génial. Ça veut dire qu'on a 10 ans pour apprendre à voyager, à étudier, à travailler, à aimer, etc. Le problème, c'est qu'on n'a pas fait un statut à cette jeunesse. C'est-à-dire, on ne dit pas, bon, attendez, à 18 ans, vous n'avez plus les allocs, donc jusqu'à 26 ans, on va dire, parce que s'ils ont un boulot stable à 29 ans, un bébé, ça veut dire qu'à partir de 26 ans, on se stabilise. Bon. Pourquoi on n'a pas un statut de la jeunesse ? Évidemment que leur donner le RSA, c'est l'idée, justement, derrière cette garantie jeune. C'est quelque chose que je ne supporte pas, parce qu'un jeune, c'est pas un pauvre en devenir. Bon. Oui. Il y a des pays scandinaves. Vous n'êtes pas favorable au RSA jeune, non, qu'on parce comprenne qu'il faut bien. leur donner un statut de jeune apprenant la vie d'adulte, effectivement, pendant 8 ans. Dans les pays Donc il y a une logique d'assistanat pour vous dans l'idée Mais d'un bien sûr, RSA comment ça élargi aux marche dans jeunes. les pays scandinaves ? On leur donne 350 € par mois. Et effectivement, ensuite, on leur donne 700 € de plus, qui est un prêt. Si, par exemple, ils font un BTS en 3 ans, au bout de 3 ans, ils ont le BTS, la moitié du prêt est effacée, ils ne remboursent que la moitié. C'est-à-dire qu'il y a une prime à celui qui bosse. Mais après, on considère qu'il y a un revenu. Mais d'un autre côté, on enlève aux parents les dés fiscales, etc., les avantages fiscaux, etc. Et on crée un statut pour tous les jeunes. Parce que les 100 000 jeunes qui quittent l'école tous les ans, on ne peut pas les remettre à l'école tout de suite. Il faut leur apprendre à voyager, il faut leur apprendre à bosser, etc. Puis après, ils referont des études. Donc, Alors c'est passionnant parce qu'on est au cœur du comme sujet. ça qu'il faut regarder C'est la les question choses. du statut. Le Eh statut oui. pour un jeune, est-ce que ça se traduit par un revenu quand on est dans un parcours de retour à l'emploi ? Il y a Ça se plein peut- de propositions je sur veux la que table. tous les jeunes soient traités pareil. Oui. C'est vrai qu'il y a plusieurs jeunesses, mais le gamin de bourgeois, ses parents pourront plus faire de déduction fiscale. On le met dans le pot commun. J'appartiens aux jeunes, je suis en train d'apprendre la vie d'adulte. On vit dans une société hyper complexe.
La vie s'est allongée. On s'est allongé de 20 ans depuis la guerre. Alors, la première génération, elle a mis 10 ans à la retraite. Oui. Et la manche, aujourd'hui, elle a mis 10 ans au début. Oui. Je veux dire, ça revient au même, on a gagné 20 ans d'espérance de vie. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une pension globale, et je finis là-dessus, et penser contrat de génération? Parce que qu'est-ce qu'elle nous a dit, la pandémie? Les vieux, on dit les jeunes. Attendez, moi, le pire pour moi, c'est les vieux en maison de retraite. Alors, il ne faut pas non plus exagérer, ou il faut aller un peu en maison de retraite pendant la pandémie. On a un problème de contrat de génération. On a un problème de durée de la retraite, on a un problème de financement des études, on a un problème de financement de la fin de vie, c'est-à-dire le retraité demain, parce que le retraité, après, il sera dépendant, c'est 10 milliards. Pourquoi on n'est pas capable de penser un contrat de génération, quitte à dire alors, aux c'est actifs, oui, ben, vous allez travailler un an de plus. Justement, on entend dire, les deux bouts. on entend dire justement, pour l'instant en coulisses dans les ministères, que peut-être une réforme de la retraite pourrait financer en partie une garantie jeune ou la dépendance. Vous allez nous dire ce que vous pouvez nous dire, mais j'espère le maximum. Pour bien comprendre, on est allé dans une mission locale, parce que la garantie jeune, aujourd'hui, ça existe déjà, pour accompagner des décrocheurs qui essayent de se réinsérer et de retrouver un emploi. C'est Maïté Frémont et Cléa Joanneau qui se sont rendus en Seine-et-Marne. Reportage. Je m'appelle Mathis Moulay, j'ai 22 ans. Je m'appelle Paul, j'ai 19 ans. Je t'appelle Mélanie et tu as... et j'ai 24 ans. Ce qui rapproche ces trois jeunes, l'envie coûte que coûte de trouver un emploi. Bonjour. Depuis maintenant 1 mois, ils passent leur journée ensemble, ici à la mission locale. Ce matin, Joanne les accompagne pour un atelier en groupe. Vous avez un pire ennemi. Ce pire ennemi, il va passer un entretien d'embauche. Vous devez lui donner les 10 pires conseils pour qu'il rate son entretien. Est-ce que vous avez compris la consigne ? Une façon détournée de trouver les meilleurs conseils. Autour de la table, une quinzaine de jeunes âgés de 16 à 26 ans, sans emploi, en décrochage scolaire, se lancent dans l'exercice. Alors, impose tes horaires et ton salaire. Ne souris jamais. La priorité, c'est quand même l'emploi, comme la majorité est en précarité financière. C'est pour ça que dès le premier jour, après la présentation du dispositif, qu'ils apprennent à se connaître, on travaille sur les CV, sur tous les outils. On enregistre, nous, les conseillers, les CV. Et comme ça, dès qu'il y a une proposition ou une entreprise qu'on connaît, on envoie les CV dès la première semaine en fait qui commence. Comme Mathis, Paul et Mélanie, tous ont décidé d'intégrer le dispositif Garantie Jeune, un accompagnement intensif d'1 an, assorti d'une aide financière de 497 € par mois. Je me suis tournée vers ce dispositif parce que pour le moment, j'avais pas de moyens d'entrée d'argent, rien du tout. Et j'avais aussi besoin un peu d'un accompagnement pour mes recherches professionnelles parce que je pense qu'ils sont de bons conseils et puis ils ont aussi beaucoup de pistes par rapport aux emplois. Ils ont plus le rôle de parents que nos propres parents parfois en fait. Ils pensent vraiment à nous, à nos biens et ils nous lâcheront pas même si nous-mêmes on lâche l'affaire, eux ils lâcheront pas l'affaire pour nous, quoi. Je sais mieux comment postuler par exemple, ma lettre de motivation, je sais aussi des trucs sur le logement, sur le budget par exemple. La garantie jeune existe depuis maintenant 8 ans et mise en place dans cette association depuis 5 ans. Ici, ce dispositif aurait aidé près de 600 jeunes. Depuis la Covid, on n'a pas plus de demandes, mais on ressent qu'il y a de plus en plus de difficultés et des jeunes avec des freins qui n'existaient pas, qui pointent le bout de leur nez clairement. À Lieusaint, on se dit prêt à élargir la garantie jeune, toucher par exemple les 26-30 ans ou encore les étudiants. Voilà, un reportage de Maïté Frémont et Gilles Lepêtre. Sarah El Haïry, ça a l'air de bien marcher, ce dispositif. Ces jeunes, on sent qu'ils sont accompagnés, ils retrouvent du travail. Est-ce qu'on a déjà des retours d'expérience ? On a d'excellents chiffres, on est à plus de 80% d'insertion, mais le sujet, au-delà de la garantie jeune, comme elle fonctionne aujourd'hui, est de répondre au contrat de génération dont vous parliez. Et comment on crée de l'unité entre une génération. Parce que vous voulez l'élargir, on est d'accord ? Sûr. Ça veut dire quoi, garantie jeune universelle ? Très concrètement, l'idée, c'est de ne pas créer de concurrence entre les projets, les dispositifs, les programmes, les statuts. Quand vous êtes étudiant, vous avez le droit à certaines choses et pas à d'autres. Quand vous êtes en décrochage, vous avez le droit à certaines choses et pas à d'autres. Et finalement, on se perd Mais alors, ça veut dire la garantie jeune pour
tous les jeunes, ça veut dire, étudiants ou non? Ça veut dire, l'idée, en tout cas dans ce qui est étudié aujourd'hui, c'est que la garantie jeune, c'est universel. Ça serait potentiellement quelque chose autour de 500 € entre 16 et 30 ans par mois, entre 16 et 30 ans, avec une durée. Mais entre 16 et 30 ans, tous les jeunes, 500 entre 16 et 30 ans. Je le dis parce que ça va coûter très cher. Entre 16 et 25 s'il n'y a pas de situation de handicap, 30 s'il y a une situation de handicap, mais surtout des jeunes qui ont besoin d'un accompagnement, que ce soit un accompagnement social ou une insertion professionnelle. Pourquoi je dis ça? Parce que si on prend l'ensemble des projets, un jeune, il peut avoir envie de s'engager, et donc s'engager dans un service civique. Un service civique, c'est une indemnité de 500-580 € par mois. Il peut avoir besoin d'une garantie jeune au sens initial du terme, c'est-à-dire un projet avec un accompagnement social qui doit lui permettre de trouver un logement, de payer son permis, parce que ces jeunes-là... En gros, vous voulez quoi? Une sorte de guichet unique pour un statut pour les jeunes? Un accompagnement. Par rapport à tout ce qui existe aujourd'hui, c'est ça? Ça ressemble à ça, on dit universel, effectivement. on imagine l'ensemble de la jeunesse. En l'occurrence, là, c'est pas l'ensemble de la jeunesse, c'est ciblé sur les jeunes qui sont sans emploi ou sans études. Aujourd'hui, la garantie jeune telle qu'elle est, c'est pour les jeunes qui sont en décrochage et qui sont sans études. Mais que veut faire le gouvernement? Sauf que l'idée d'un contrat de génération, c'est de proposer des opportunités pour n'importe quel jeune, quelle que soit sa situation, qu'il soit en études ou pas, qu'il soit en décrochage ou pas, pour apporter cette indemnité. Attention, ce n'est pas un salaire. Le seul salaire, c'est le fruit du travail. Parce que ça, c'est une révolution, là, ce qui est en train d'être mis sur la table, si ça aboutit. Parce que ça coûte combien? Il y a pas aujourd'hui, les dispositifs, ils existent. Attention, ce n'est pas automatique. Remettons les choses en perspective. Quand on est étudiant et qu'on a besoin d'un soutien financier, aujourd'hui, ce sont les bourses qui y répondent. Quand on a envie de s'engager, ce sont les services civiques. Quand on fait un stage professionnel, et c'est pour ça qu'on a rehaussé d'ailleurs les indemnités du stage professionnel, qui est remonté à 500 €. Donc, pour les étudiants, ce serait que les boursiers qui basculeraient en garantie. On est bien d'accord. Non. Je suis étudiante de parents aisés avec un petit studio payé par papa-maman. Je n'ai pas droit à cette garantie. Non, aujourd'hui, ça restera les critères boursiers. Je sais qu'aujourd'hui, la FAGE a énormément travaillé sur l'amélioration des bourses pour les étudiants. Revenons juste à l'esprit de la garantie jeune universelle. C'est que chaque jeune qui a besoin d'une solution, qui a besoin d'un engagement et d'un accompagnement, puisse le trouver sans qu'il y ait de concurrence entre les dispositifs. Aujourd'hui, ça existe. On choisit un chemin plus qu'un autre parce qu'il y en a un qui est à 400 € et l'autre à 500. Donc ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, vous ne faites pas forcément rentrer beaucoup plus de public jeune dans ce dispositif. J'essaye de cerner la frontière. On élargit, et si je ne suis pas plus exhaustive ou plus claire ou plus définitive dans mes propos, c'est parce que ce sont encore des arbitrages en cours. Mais ce qui est certain, c'est que nous voulons aujourd'hui une proposition plus universelle, qui permet à plus de jeunes de bénéficier de cette garantie jeune, qui aujourd'hui reste restreinte. Le chiffre qui est sorti, c'était un budget de 2 milliards alloué à cette mesure. Il y a eu des chiffres de cet ordre-là. Ce qui est aujourd'hui financé, c'est 100 000 missions de service, 100 000 garanties jeunes supplémentaires sur le plan de relance, d'ores et déjà. Mais alors là, c'est peu. Donc, on a une idée. Après, je vous fais circuler la parole parce que forcément, on a beaucoup de questions. Je parle sous le contrôle, vous connaissez ces dossiers, mais il y a plus d'1 million, on dit 1 400 000 de jeunes qui sont dans une situation... Ça concernerait combien de jeunes en plus? Ça fait 1 400 000 candidats à cette... Potentiellement, s'ils sont sur le chemin du travail, s'ils sont sur le chemin de l'insertion sociale. En réalité, encore une fois, ce n'est pas un revenu automatique. Revenons dans l'esprit qui est le nôtre. Le nôtre, il est très clair. C'est un accompagnement et une indemnité quand on est dans un parcours d'insertion sociale ou d'insertion professionnelle. D'accord. Parce qu'il y a un être humain à côté, et c'est pour ça que nous sommes défavorables, pour le coup, au RSA. Comment la FAGE que vous représentez accueille cette annonce qui n'est pas encore complètement arbitrée? Oui, tout à fait. Ce sont des projets que nous travaillons. La garantie jeune telle qu'elle est conceptualisée aujourd'hui était une mesure qu'on avait pu déjà à l'époque instiguer donc en 2016 et qu'on tend aujourd'hui tout de même à étendre. Et c'est aussi parmi nos propositions de pouvoir, par exemple, augmenter le plafond qui aujourd'hui est à 497 € et le revaloriser au montant du RSA en promouvant également... Et 564 €. 565,34 exactement. Et effectivement, de pouvoir avoir un montant, parce que ça coûte de pouvoir s'insérer professionnellement, socialement, mais également l'étendre aux jeunes, par exemple, qui sont à Bac+3, puisqu'il n'y a quasiment aucun dispositif aujourd'hui public d'accompagnement des jeunes vers l'emploi à l'issue du diplôme, que ce soit Bac+3, Bac+5 ou autre. Et c'est de pouvoir vraiment compter tous les publics et que ça puisse également s'articuler avec l'idée que ça s'articule quand même autour d'un retour à l'emploi, d'un accompagnement, que c'est davantage des jeunes qui sont à insérer, à aider, et moins les étudiants, ça vous va?
Parce que c'est pas clair là, mais on sent que c'est plutôt ça la philosophie quand même. C'est de pouvoir effectivement articuler à la fois la garantie jeune avec la question des bourses sur critères sociaux qui aujourd'hui est également lacunaire, il ne faut pas se le cacher, et il faut également pouvoir Donc réformer pour le ce dire système-là. différemment, c'est un statut pour tous les jeunes en difficulté. En mouvement, moi je dirais. Au-delà de la difficulté, c'est volontaire. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que pour moi, un jeune, et très sincèrement, c'est pas un jeu de mots ce que je suis en train d'appuyer. Un jeune entre 16 et 25 ans ou 30 ans, je vous rejoins, il y a un moment, il fait des études et à un autre moment, il a besoin de voyager, d'être en mobilité. Et dans cet esprit général, c'est pour ça que nous travaillons à augmenter en réalité les indemnités des services civiques européens quand il y a une mobilité, du corps de volontariat européen également. Parce que voyager fait partie de l'aventure éducative, culturelle et de construction. Je sais que c'est partiel et que c'est qu'une partie de notre jeunesse qui aujourd'hui voyage, dépasse nos frontières, mais c'est des respirations. C'est des respirations qui sont essentielles. Et donc, c'est oui pour ceux qui sont en difficulté, et en réalité, c'est plus largement ouvrir d'une certaine manière des horizons et donner de l'énergie à toute une jeunesse et du coup à une génération et pas un statut. Jean Viard, ce que vous entendez là, ça rejoint au fond ce que vous nous disiez tout à l'heure. Il y a une réflexion à mener sur le statut et un contrat de génération. Ça va plutôt dans la bonne direction. Y compris que le voyage, c'est formateur. Je veux dire, il ne faut pas enfermer les jeunes entre les études et le travail. Parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a l'amour, qui est très important. Or, l'accès de nos jeunes à l'amour est très inégal, suivant les quartiers, les populations et les cultures. Il ne faut pas rêver. Les pubs sont les mêmes pour tout le monde, mais la consommation, si je peux vous dire, n'est pas la même. C'est un vrai sujet, parce qu'il y a un lien entre amour et voyage. Et que ceux qui voyagent jamais, effectivement, ils n'ont pas les mêmes aventures sentimentales que les autres. Il faut dire ces choses aussi. Bien sûr, vous avez raison, et on les entend. Sur certaines violences sociales, etc. Donc c'est pour ça que je dis, un jeune, il a 4 apprentissages qui fait dans le désordre. L'école, le travail, l'amour et le voyage. Il faut les mettre dans le désordre. D'ailleurs, un jeune qui fait une grande école, on lui dit quoi? Reste pas longtemps chez le même patron pour que tu aies plusieurs expériences. Le jeune qui n'a pas d'études, il resterait bien un peu plus longtemps chez chaque patron. Mais le principe, c'est ça. Comprendre que la jeunesse, c'est long à former dans une société complexe. Alors moi, je serais plus favorable à un statut universel pour qu'ils aient un statut. Tu as été scolaire avec école obligatoire, t'es plus à l'école. Quand vous dites universel, vous dites quels que soient les revenus des parents. Quel que soit mais après, ça veut dire qu'on récupère, on supprime les bourses, on récupère les impôts des parents, etc. On ne va pas avoir accumulé le beurre et l'argent. Et puis une chose, indépendamment du logement. Parce qu'en ce moment, ce qui est scandaleux, c'est le logement. Le gamin d'une grande ville qui va en métro ou en vélo, évidemment, il économise du pognon. Donc quand est-ce qu'on va décider que les départements sont responsables du logement de leurs jeunes? Pourquoi est-ce que le département des Hautes-Alpes, qui n'a pas d'université, ne construit pas des CTU près des facs? Et à un moment, qui suit ces jeunes? Ça doit être le territoire d'origine. Il n'y a personne qui s'occupe de ça. Donc c'est le gros problème des jeunes. C'est très lié au logement. Parce que regardez à Paris, on sait tous que loger un étudiant à Paris. Et donc là, c'est toutes ces questions qu'il faut réfléchir en même temps. Mais moi, je pense qu'il y a une question d'honneur de le dire. Voilà, moi, je suis à l'âge où j'ai le contrat jeune. Mais c'est pour ça, quand je parle de contrat de génération, je parle entre les générations. Moi, je suis de la jeunesse, c'est une idée de 45. Avant, on ne parlait pas de la jeunesse. On parlait des jeunes. Bon, on a développé ça. 68, c'est vraiment la révolte mondiale de la jeunesse qui, d'un coup, dit votre monde de vieux et commence. Bon, c'est ça, 68, c'est les jeunes. Bon. Mais maintenant, les jeunes, ça dure 10 ans. Donc, il faut le penser comme un processus. Mais après, il faut les primer, je suis d'accord avec vous. On ne va pas dire à tout le monde, on te file 500 €, tu fais rien. Non, il faut primer. Il y a différents modèles. En Belgique, par exemple. Primer, ça veut dire donnant-donnant. Hein. Ils font. Il y a, par exemple, en Belgique, tous les jeunes ont droit de travailler 3 000 € déclarés sans aucune charge. Pourquoi? Parce que vous confiez votre gamin au black à une fille qui ne connaît rien, qui n'est pas assurée, mais vous ne ferez jamais ça pour votre bagnole. C'est-à-dire que des choses les plus importantes, on les fait au black, et puis les choses... Il n'y a pas de contrôle pour les babysitting et des contrôles pour les voitures, c'est vrai que pas de contrôle, mais d'assurance. Il y a un bébé qui est étouffé, qui est responsable? Qui, toute sa vie, est gâché? Qui n'est pas assuré? Je veux dire, ça a l'air idiot, mais c'est une des ressources des jeunes, c'est le babysitting. C'est pour ça que je me permets un des exemples, et pour le coup, je crois que c'est la première étape uniquement, c'était de simplifier effectivement ces petits contrats avec, par exemple, des chèques emploi-service quasiment à déclarer uniquement. Mais là où je vais vous rejoindre, c'est effectivement les parties de notre population qui ont été les plus fragiles pendant cette crise, c'est ceux dont les revenus n'étaient pas en réalité déclarés. Et je vais vous dire pourquoi. Pour une raison toute simple. L'État n'a jamais été aussi protecteur que pendant cette crise. Pour les jeunes, c'est 10 milliards. 10 milliards le plan Jeune, une solution. Je veux dire, on n'a jamais mis autant d'argent pour une jeunesse. Par contre, ça ne fonctionnait que s'il y avait en réalité les déclarations le permettant. Je vais être très simple. Un jeune qui travaillait dans un restaurant ou dans une discothèque, dès qu'elle était fermée, son contrat lui permettait effectivement d'être protégé par le chômage partiel. En tout cas, pendant toute la durée de la fermeture. Mais si ce jeune, son contrat était en réalité bien en deçà de la réalité des revenus qui lui octroyait,
l'écart était là Et l'écart était présent. Et donc notre responsabilité, ça a été aussi d'élargir à ce moment-là des solutions plutôt d'accompagnement social et d'urgence financière qui étaient au-delà même simplement de ça. En tout cas, on va être très attentif aux annonces qui viennent et on va avoir en tête l'analyse de Jean Viard pour voir si ça s'inscrit dans cette philosophie. Vous avez une date ? On nous dit que le président pourrait s'exprimer là-dessus avant le 14 juillet ou au 14 juillet ? Incessamment sous peu. Avec le portrait de McFly et Carlito sur son bureau le 14 juillet. Mais vous savez... Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Merci infiniment, Sarah El Haïry, Stéphane à mes côtés, Paul Maillot, merci beaucoup. Vous restez avec moi maintenant, Jean Viard, parce qu'on va parler de votre livre. La révolution que l'on attendait est arrivée. En un an, la société a plus changé, dites-vous, qu'en 20 ans. Une puissance de changement qui pourrait faire des 10 années qui viennent une société des 10 glorieuses. Alors voilà enfin de quoi nous réjouir. On en parle tout de suite. Merci à vous. Alors avant de vous entendre, Jean Viard, on va prendre le temps de mesurer l'ampleur des changements à l'œuvre depuis le Covid. C'est une enquête, je suis sûre que vous l'avez vue, une enquête inédite qu'a réalisée l'Observatoire de la société et de la consommation, l'Obsoco, a interrogé 4000 Français sur les grandes décisions qu'ils ont prises depuis le début des confinements. Habitat, travail, famille, déplacement, alimentation, vous allez le voir, les résultats sont impressionnants. Thomas Després avec Joseph Magdelaine. Besoin de plus de nature, de moins de bruit et d'agitation. Avec la crise sanitaire, les habitudes des Français ont été bouleversées. Et certains ont même carrément voulu changer de vie. Comme Marine et Théo, près de 2,6 millions de citadins ont décidé de quitter la ville pour la campagne. On a été confinés dans à peu près l'espace du salon et ça devenait... Enfin, on avait vue sur cour, on voyait pas le ciel parce qu'il meuble évidemment et du coup c'était très dur à vivre et on a sauté le pas dès la fin du confinement pour aller chez ma maman et ensuite chercher un domicile pour nous. Il y a ceux qui ont déménagé et ceux qui ont changé de travail. Ils sont 2,6 millions à avoir changé d'orientation professionnelle depuis le début de la crise. Autre changement de vie, pour près d'1 million de Français, le confinement a été synonyme de rupture amoureuse. Dans ce cabinet d'avocats spécialistes des divorces, la hausse a été bien visible. Les gens ont pu réfléchir pendant le confinement et se rendre compte que la vie qu'ils menaient ne leur convenait pas, qu'ils avaient un conjoint qu'ils supportaient, puisque chacun avait ses activités, mais que ce conjoint ne correspondait pas à ce qu'ils attendaient, que c'était très limite. Au chapitre consommation, les Français ont là aussi pris de nouvelles habitudes. Fini le gaspillage, envie de mieux manger, plus sain, le tout en évitant certaines marques et entreprises. On essaye de faire un peu plus attention à ce qu'on consomme, même au niveau des restaurants, on essaye d'aller dans des petits restaurants plutôt que de consommer dans des chaînes. Maintenant je mange mieux, je mange léger en fait. J'achète de plus en plus en ligne et quand je vais au supermarché, c'est parce que c'est des produits que je ne trouve pas nécessairement en ligne. Enfin, pour des millions d'entre nous, le confinement nous a permis de nous recentrer sur nous-mêmes. Près de 3 millions de Français disent limiter le temps passé devant un écran, faire de la méditation et surtout du sport. Vous en avez pas mal en fait qui, après le confinement, se sont mis au sport, mais ponctuellement. Il faut bien faire quelque chose pour passer le temps, quoi. Ça m'a permis justement le confinement d'être à l'aise et d'adapter mes horaires pour faire du sport tous les jours. Alors ces nouvelles habitudes vont-elles perdurer au-delà de la crise sanitaire ? Seul l'avenir nous le dira. Voilà, alors les chiffres de cette étude sont très impressionnants. 2,6 millions de personnes ont déménagé, 2,6 ont changé de travail, un peu plus d'1 million de Français s'est séparé, avec pour tous, à chaque fois, cette envie, et c'est le mot qui revient, se recentrer, donner du sens à son existence. Vous avez vu évidemment ces chiffres, et vous en parlez d'ailleurs énormément dans votre livre. Quelle nouvelle société se dessine sous nos yeux ? Il y a deux choses. On vit une tragédie. Donc on est dans le contexte, la peur, la mort, la souffrance, le vaccin, pas le vaccin. Mais en fait, ce qu'on construit, c'est un phénomène historique. C'est-à-dire qu'on est en train de construire la grande pandémie qui sera racontée pendant des décennies comme étant la grande pandémie. Bon, on parlera dans 100 ans, dans 200 ans. Bon. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois que 5 milliards d'hommes ont eu le même comportement. Ils se sont pour protéger les plus fragiles, les plus anciens, les plus forts et puis les plus malades.
C'est-à-dire, ils n'ont pas protégé leurs enfants, ce qui serait universel. Ils n'ont pas protégé la production, ce qui serait défendable dans une société capitaliste avancée. Non, ils ont protégé les anciens, les improductifs. Dans les maisons de retraite, les gens, ils ont gagné 6 mois d'espérance de vie, 2 ans. Et donc, c'est quelque chose d'absolument sublime en termes de valeur. Alors, soit on arrive à imposer ce récit, comme on a imposé le discours de la résistance sur la guerre. C'est-à-dire, on a mis le positif, et puis les autres, on les a mis de côté, parce qu'on ne pouvait pas... Bon, mais ce n'était pas ça qu'ont vécu les gens pendant la guerre. C'est la même question. C'est pour ça que je dis, on construit un récit d'après. Alors, après, ce qui est intéressant, c'est que les gens ont déjà agi. Parce que, si vous voulez, c'était long, on a eu peur, mais on a agi comment ? Au fond, une crise, c'est un accélérateur de tendance. Des choses qui étaient déjà là. Greta Thunberg, MeToo, le respect des femmes, etc. Mais aussi le désir de quitter la ville. Paris avait déjà perdu 59 000 habitants. Mais s'il y en a 59 000 qui étaient partis, il y en a peut-être 300 000 qui en discutaient sur l'oreiller. Ouais, d'accord, on fait un bébé, mais bon, t'as vu l'appart, etc. Bon. Non, mais c'est ça les discussions. Mais clairement, et donc, je veux dire, ça nous apparaît très familier. Ceux-là, ils sont partis. Et puis, il y a tous ceux qui ont commencé à en discuter pendant la pandémie qui ne sont pas encore partis. Donc c'est pour ça qu'on est sur un phénomène massif. Pour donner des chiffres, j'en avais d'autres, mais ceux-là sont bien. 2,6 millions qui déménagent, mais c'est énorme. C'est gigantesque. Il y a 10% des Français qui sont en train de changer de vie. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est indépendamment de l'âge, du genre, du métier et du niveau de revenu. Dans tous les groupes sociaux, il y a des gens qui disent « Non mais ma vie n'a aucun sens ». Sous la couette, c'est débile. Dans le quartier, j'en ai rien à faire. Le boulot, il n'a aucun sens. Et vous avez des gens, moi je discute en ce moment avec quelques grands patrons, ils disent « Mais j'arrive pas à retenir les gens ». Je dis, je te fais une prime, je te mets... Non, mais c'est pas ça, je vais aller habiter à la campagne avec ma copine dans les Alpes. Bon, avec ça, vous faites quoi ? Il y a des projets maintenant qui deviennent de plus en plus fermes et ça veut dire qui permettent de dire non aussi. On était dans une société, on leur a dit que le niveau de revenu était le seul objectif, etc. Donc, on était déjà en train de changer. Ne leurrez pas, dans la jeunesse, ou ceux qui vont à Marseille, tout ça, c'est pas pour gagner de l'argent. Mais là, ça accélère. Et la question, c'est, il y a une vague. Oui. Et au fond, est-ce que les politiques vont savoir la récupérer ? Ou est-ce que les vagues, et on est inégaux face à la vague, les gens du télétravail, on prouve qu'ils ont un énorme avantage. Oui. Les gens du care et du service, qu'est-ce qu'on leur a donné ? Rien. On leur a dit, on va vous augmenter. On ne l'a pas fait. On peut il y a eu des primes, mais une seule fois. Des primes de quelques centaines d'euros. Parler des caissières, des livreurs. Si vous voulez, la question, quand c'est des premières lignes. Il faut les augmenter de 15% tout de suite. Il faut leur donner priorité dans le logement social pour qu'ils travaillent à côté, ils habitent à côté de leur travail. Il faut des mesures radicales pour les différents groupes sociaux qui ont vécu la crise. Vous parlez souvent au pouvoir public. Vous avez une proximité, pourquoi de cacher, avec le président de la République. Il y a du répondant ? Il se passe des choses. Vous voyez, on a discuté, par exemple, sur la question du logement. Moi, j'ai plaidé auprès de la ministre du Logement, on en a longuement discuté. Je lui ai dit, la priorité, c'est que les gens du care et du service aient priorité dans le logement social. Qu'on pense plus logement social, mais social et spatial. Une infirmière doit avoir un HLM en face de son à côté de l'hôpital, bien sûr. Mais toutes ces idées-là, elles sont dans le débat. On en a beaucoup parlé. Il y a eu énormément de sujets qui montraient ces infirmières qui prenaient la voiture pendant des kilomètres. On l'a vu. Voilà. On l'a vu, parce qu'il n'y a personne dans les rues à part eux. Bon. Mais par contre, ceux qui vont y gagner, c'est le monde de l'industrie et de la paysannerie. Parce qu'ils sentent bien que la mondialisation va être réorganisée. Elle va être toujours là, la mondialisation est un phénomène magique. Mais qui était dominateur sur tout. Et là, regardez ce qui se passe avec les batteries électriques. Regardez, donc, on voit même dans le tissu, dans le vêtement, on refait. Il y a une reprise donc là, de souveraineté stratégique. Ils vont être dans un monde qui gagnant, on va dire. Et l'agriculteur, c'est pareil. Les conventions internationales pour l'importation Europe, Asie, tout ça, on n'est pas encore prêt d'y rentrer. Vous voyez, donc là, il faut se dire, les télétravailleurs, eux, c'est ceux qui gagnent le plus. Parce qu'ils n'ont plus de transport, ils augmentent leur productivité de 22%. Et puis, pour les patrons, c'est d'autant plus génial, la productivité augmente, il faut moins de places de bureau. Et en plus, les mecs demandent jamais de leur c'est cette civilisation que vous décrivez. C'est intéressant parce qu'elle est à la fois numérique, écologique, ça vous en parlez beaucoup, ça va vraiment traverser les décennies à venir, et en même temps, elle est locale. C'est-à-dire qu'il y a ce retour, pas forcément d'ailleurs vers la campagne, c'est parfois des toutes petites villes, mais en tout cas, c'est la fin de la société des grandes villes. Non, alors, oui et non. C'est-à-dire que comment la mondialisation s'est accélérée depuis 15 ans ? On va dire depuis l'invention de Twitter, pour prendre une base, c'est-à-dire 2006. En fait, la toile nous a tous réunis. Mais là où la toile concentre des cerveaux physiques, des ingénieurs, des artistes, des politiques, des décideurs d'entreprise, des financiers, là, il y a une accélération de la création de richesse. C'est pour ça qu'en France, vous avez 10 métropoles qui produisent 61% de la richesse avec 40% de la population. Mais c'est vrai au niveau mondial, il y a 200 métropoles qui restructurent le monde. Mais avec le télétravail et avec le numérique, tout est redistribué. C'est pour ça que ce n'est pas la fin des grandes villes. C'est l'idée qu'on n'est pas obligé d'y habiter.
mais on est obligé d'y aller et d'y avoir son boulot. D'accord. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un deuxième bureau plutôt qu'une résidence secondaire. Et c'est tout l'enjeu des tiers-lieux, etc. Voilà, Les gens, ce qu'ils veulent, réenchantement du territoire. c'est habiter à Tours, venir 2 jours par semaine à Paris, dormir à Paris, avoir une vie sociale à Paris, peut-être aller au théâtre, j'en sais pas, avoir une maîtresse, enfin, ils font ce qu'ils veulent. Mais je veux dire, c'est ça l'enjeu. Maîtresse ou un amant, je ne vais pas être macho dans cette affaire. Donc, il faut comprendre cet nouveau rapport au territoire qui offre des opportunités aux villes qui sont sur les lignes SNCF. Parce que ce n'est pas des gens qui viennent en voiture. Oui, c'est là que d'ailleurs pour le Grand Paris, ça va jouer un rôle important. Coopération et frontières, Oui. ça c'est 2 leçons aussi que vous tirez. 2 forces qui demain, dites-vous, seront très présentes. Coopération mondiale, on l'a compris, on l'a vu au moment du vaccin, la recherche scientifique a été plus que jamais partageuse de son savoir et on a réussi à aller très vite, y compris sur les masques. Frontières, on s'est aussi beaucoup replié, on a fermé les frontières. Et vous dites, ça va continuer. C'est conciliable ces 2 mouvements-là ? Mais c'est un mouvement, je pense, on vit une révolution culturelle qui va se déployer dans le temps. Donc le rôle d'un intellectuel comme moi, c'est d'essayer de la dessiner pour qu'elle se raconte, qu'on l'anticipe, etc. Mais on vit une révolution culturelle. On en a vécu une il y a 50 ans. Il y a 50 ans, les anglo-saxons ont décidé de casser le communisme en Europe. Je ne le regrette pas. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé ? Que les chaînes de valeur financière étaient le seul critère d'allégation des ressources et des productions. On voit ce que ça a donné. Vous avez des objets comme ça que vous allez payer quelques centaines d'euros. Bon. Mais, du coup, on a cassé, notamment dans les milieux ouvriers, et la France s'est retrouvée avec 13% des gens dans l'industrie plutôt que 18%. Donc, on a cassé ça pour un projet politique. Comme toujours, c'est la politique qui mène. Et ce modèle, il a continué. Et donc, enfin, se sont levés des nationalistes qui disaient « Ah non, frontières, nationalisme, identité nationale, etc. » Et quelque part, ils avaient raison parce que les gens qui votaient pour eux, c'était qui ? C'était ce monde ouvrier périurbain en déshérence. Bon. Là, on est dans un autre modèle. Coopération et frontières. Il faut articuler les 2. On croyait que ce n'était pas possible. C'est possible. Le masque, c'est la première frontière. Oui. On ne va plus les sourire. Bon. Oui. Mais le masque, l'enfermer dans son logement, les 10 km, les frontières nationales. On a appris. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? On rapatrie pas. C'est pas la fin de la mondialisation. C'est la mondialisation qui peut nous permettre de gagner la bataille climatique. Il est absurde de dire qu'on va l'arrêter. Par contre, il va y avoir des discussions chaque fois. On crée des nouvelles industries, plutôt chez nous, batterie électrique pour prendre un exemple, tout ça. Comment faire en sorte que cette nouvelle société qui se dessine progressivement sous nos yeux ne soit pas celle des privilégiés ? On parlait tout à l'heure des 2e lignes, mais c'est vrai qu'on voit bien que ce choix-là, pour l'instant, il appartient à ceux qui en ont les moyens. C'est pas vrai. Alors, je veux dire, quand vous regardez les gens qui sont en train de changer de vie, c'est pas vrai. Le million de Français qui s'est séparé, c'est pas chez les riches. Les 2,5 millions qui ont démorcé, je reprends vos chiffres, puisque vous restez sur les mêmes sondages, c'est pas particulièrement des riches. C'est pas forcément Après, c'est pas forcément des pauvres. La question, c'est par exemple, est-ce qu'en Seine-Saint-Denis, on a mis des bureaux de départ pour aider les gens ? Parce que si vous déplacez 10 000 personnes quelque part, vous avez besoin de plombiers, de charcutiers, d'ouvriers, etc. Mais ceux-là, il faut aller les chercher dans les quartiers populaires. Donc, est-ce qu'on a fait ces politiques pour favoriser ce départ ? Moi, chez moi, il y a un type qui est arrivé des quartiers de banlieue parisienne. À la campagne, j'habite en Provence. C'est vrai, quand il est arrivé, au début, je me dis, bon, pas rien. Puis je me suis rendu compte qu'il avait un discours de bobo à mort. Et pourquoi j'étais surpris ? Parce que comme un crétin, comme il était noir, je me disais, bon, il va me tenir un discours de banlieue. Pas du tout, il avait exactement les mêmes questions que moi. Et d'ailleurs, je me suis dit, bon, excuse-moi, j'avais mal capté pourquoi. Parce que ma lecture un peu xénophobe, spontanée, avait ça. Donc, il faut se dire, on est face à un bouleversement, et la question qui nous est posée, c'est est-ce que quelqu'un va porter la vague de la transformation, ou est-ce que les groupes sociaux vont s'affronter parce qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts ? C'est ça, si vous voulez, qui est devant nous. Vous dites qu'au fond, on n'a pas fini de la poncer, cette pandémie et de ses conséquences. Ça mettra 10 ans, c'est ça ? Au moins ? On va devoir... Tout va se jouer à l'aune de ce qu'on a traversé. Il y a des choses, si vous voulez. Par exemple, il y a 2500 conventions qui ont été faites dans des entreprises sur le télétravail. Donc, il y a des mesures d'urgence. La question de changer les règles d'attribution du logement social, ça doit être fait tout de suite. Mais après, penser cette pandémie, se réorganiser, y compris dans une autre idée de la mondialisation. Mais la question centrale, c'est qu'on a tous compris qu'on n'était pas maître et possesseur de la nature et que donc, on peut gagner la bataille contre le réchauffement climatique, y compris parce qu'on a modifié nos comportements à 5 milliards. Ça ne semblait pas possible que 5 milliards d'hommes s'enferment chez eux. Vous m'auriez dit ça il y a 3 ans. C'était inimaginable. Donc, s'ils font ça, ils peuvent faire autre chose. Par exemple, modifier leur comportement. Jean Viard, président. C'est presque ce qu'on a envie de vous dire. En tout cas, c'est passionnant. Ça fourmille d'idées et c'est très intelligent. La révolution que l'on attendait est arrivée. C'est aux éditions de l'Aube. Nous vous le recommandons. Merci à vous. On va terminer avec un sujet qui avait bouleversé, vous vous en souvenez, toute la société, l'affaire Sarah Halimi.
Ce meurtre antisémite en 2017, mais surtout l'irresponsabilité pénale de son meurtrier à laquelle avaient conclu les juges. 2 députés se sont emparés du sujet pour changer la loi. On en parle tout de suite. Non, mais je croyais que c'était le... Voilà, le président de la République veut une nouvelle loi. Oui, mais laquelle? C'est la tâche délicate à laquelle se sont attelés les parlementaires. Faire en sorte qu'une personne sous l'emprise de stupéfiants et qui passe à l'acte en commettant un crime ne puisse plus être déclarée irresponsable parce qu'elle avait perdu son discernement au moment des faits. C'est un sujet complexe. Avant d'en parler avec nos invités, l'affaire Halimi, ses principaux enjeux sous la plume de Thibaut Hénoch. Justice pour Sarah! Une émotion immense. Justice pour Sarah! L'incompréhension, la colère. Juif assassiné! Le meurtrier de Sarah Halimi, 63 ans, roué de coups et défenestré, reconnu coupable de ce crime antisémite, n'ira pas en prison. Ainsi en a décidé le 14 avril dernier la Cour de cassation, plus haute juridiction française. Les magistrats l'ont confirmé, l'homme n'était pas pénalement responsable au moment de son acte. Les 7 experts psychiatriques l'ont dit, il a agi sous le coup d'une bouffée délirante, il avait consommé du cannabis. Une décision incomprise, mais rendue en droit, s'était justifié la Cour. L'article 122.1 du Code pénal le stipule. N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement. Depuis, à la stupeur a succédé la réflexion. Faut-il faire évoluer le droit et comment ? Le président de la République lui-même s'y est dit favorable. Décider de prendre des stupéfiants et devenir alors comme fou ne devrait pas à mes yeux supprimer votre responsabilité pénale. Je souhaite au plus vite un changement de la loi. Seulement, en matière pénale, les choses ne sont jamais simples. À l'Assemblée, une mission d'information s'est penchée sur le sujet. Elle a rendu ses conclusions ce matin. Premier constat, le droit actuel pose effectivement problème. Le droit en vigueur est d'une clarté absolue. Si le discernement fait défaut au moment de l'action, il n'y a pas de responsabilité pénale. Peu importe l'origine du trouble psychique ayant conduit à l'abolition de ce discernement. Peu importe également ce qui s'est produit avant ou après, puisque la loi impose de ne tenir compte que d'un instant précis, celui de la commission des faits. Et c'est justement ce point que les 2 rapporteurs entendent corriger. Sans toucher au principe d'irresponsabilité pénale, ils proposent d'y introduire une dérogation. C'est d'exclure l'irresponsabilité quand on s'intoxique volontairement et qu'on abolit son discernement avant de passer à l'acte. Donc c'est la prise de cannabis qui aurait un rôle prépondérant dans la commission d'un meurtre. Le projet de loi annoncé par le gouvernement sur ce sujet reprendra-t-il cette disposition ? Il sera en tout cas présenté en Conseil des ministres d'ici 1 mois. Son examen au Parlement est prévu à la rentrée. Voilà, pour ce décryptage, bas les masques, nous ne sommes plus que 3 en plateau. Les règles de l'Assemblée nationale en matière sanitaire évoluent. Bonsoir Naïma Mouchou. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes députée de La République En Marche du Val d'Oise. On vous a vu dans ce sujet, l'auteur de ce rapport avec votre collègue les Républicains Antoine Savigna. Bonsoir Maître Saint-Palais. Bonsoir. Ravi de vous retrouver sur ce plateau. Christian Saint-Palais, vous êtes l'avocat des enfants de Sarah Halimi. C'est compliqué ce sujet. Le président a demandé une nouvelle loi sur la responsabilité pénale. Vous êtes tous les 2 d'accord. Il faut combler un vide juridique. On peut dire qu'en l'état du droit de la responsabilité pénale, il y a un article dans le Code pénal, il y a quelque chose qu'il faut changer de toute façon. On peut le dire aujourd'hui, après ce qui s'est passé pour Sarah Halimi ? On peut le dire et on peut l'affirmer. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais à travers ce rapport. Oui, l'état du droit aujourd'hui n'est pas satisfaisant. Parce qu'il y a une question qui n'est pas traitée, qui est celle de la conséquence de l'éventuelle consommation de stupéfiants, comme le cannabis, sur la responsabilité pénale d'un individu. Et d'ailleurs, la Cour de cassation elle-même, la plus haute juridiction de l'autorité judiciaire, le dit. Elle dit que le législateur ne distingue pas. Donc c'est une question qui est en suspens, qui n'a jamais été tranchée. Et nous sommes invités, nous, législateurs, à faire des recommandations, et c'est ce que nous avons fait à travers ce rapport. J'imagine que vous partagez ce constat. Il faut légiférer. Il y a une forme de vide juridique qui n'avait pas été, au fond, vu, perçu, compris avant l'affaire Sarah Halimi. Alors, je vous corrige d'abord parce que je ne suis pas l'avocat des enfants de Sarah Halimi. Et ma position n'est pas tout à fait... non, c'est pas important, je suis avocat. Mais ma position n'est pas sans doute celle qu'il soutiendrait. Donc, ça n'est pas tout à fait la même chose. La Cour de cassation a dit effectivement que la loi n'avait pas distingué selon les causes qui généraient l'irresponsabilité pénale. C'est-à-dire que la Cour de cassation a constaté dans cette affaire de Sarah Halimi que si le discernement était aboli
au moment du passage à l'acte, la loi prévoyait qu'on ne pouvait pas juger la personne et la sanctionner, quelle que soit l'origine de cette abolition du discernement. Moi, je ne pense pas qu'il y avait un vide juridique. La Cour de cassation l'a constaté, et donc elle a dit, on ne peut pas juger dans cette affaire, comme dans d'autres, que l'irresponsabilité, l'abolition du discernement viennent d'une maladie ou de la prise d'un toxique qui a évidemment, sur un terrain de maladie... Ce qu'il faut bien spécifier dans cette affaire, c'est qu'il y a eu des expertises psychiatriques et qu'il n'y a pas eu de diagnostic de schizophrénie, par exemple, préalable au passage à l'acte. C'est vraiment la prise de stupéfiants qui entraîne une bouffée délirante qui, factuellement, est considérée comme la source du passage à l'acte. C'est bien ça ? C'est bien ça, c'est ce qui ressort des auditions, c'est-à-dire que vous avez eu effectivement plusieurs collèges d'experts qui se sont prononcés sur l'état mental de Kobili Traoré. Kobili Traoré, le meurtrier de Madame Halimi. Un des collèges avait avancé l'hypothèse de la schizophrénie, puis s'est rétracté au moment des débats. Parce que c'est vrai que dans les jours qui ont précédé ce meurtre, il y avait dans le dossier, on l'a vu, on l'a pu le lire, des éléments qui pouvaient montrer qu'il était très instable. Il est allé voir un exorciste, un marabout, il y avait des éléments dans ce... Oui. Voilà. Mais pour autant, pas de diagnostic psychiatrique d'une forme de folie préexistante à la prise de stupéfiants. Effectivement, je confirme, c'est ce qui ressort de ce que nous ont conté les experts, et notamment les experts de ce dossier, en particulier Daniel Zaguri, et puis nous avons eu communication d'un certain nombre de pièces. Il en ressort effectivement qu'il n'y a pas de pathologie, de maladie de Monsieur Traoré. Il y a une prise de cannabis. C'est un consommateur régulier de cannabis. Il avait augmenté sa consommation de cannabis énormément quelques jours avant. Il était dans un état de fébrilité, en quelque sorte, effectivement, avant de passer à l'acte. Donc, qu'est-ce que vous proposez ? Parce que décider, au fond, de prendre des stupéfiants et de devenir alors comme fou ne devrait pas supprimer, j'imagine, pour vous, la responsabilité pénale. Qu'est-ce que vous allez proposer par rapport au code pénal actuel, pour bien comprendre ? Alors, je propose une chose qui est... unanime, consensuel, c'est de ne pas toucher à l'article 122-1 du Code pénal. C'est celui qui instaure le grand régime de l'irresponsabilité pénale. De l'avis de tous les praticiens, les experts psychiatres, les magistrats, les avocats, c'est un système qui fonctionne à peu près. Très bien. Ça n'empêche pas de prévoir des dérogations, dans la mesure où je considère, moi, et un certain nombre, qu'il y a un vide juridique. Il y a deux dérogations. On va aller directement sur le cas d'espèce, parce que l'autre, on en reparlera, et c'est très différent comme situation. Donc, la deuxième dérogation... Sur la deuxième dérogation, qui est en lien avec l'affaire Sarah Halimi. Absolument, directement. Cette dérogation, elle prévoit que si vous consommez des stupéfiants, du cannabis par exemple, que ça cause un trouble, que votre discernement est totalement aboli, vous n'avez plus les moyens de discerner quoi que ce soit, et que vous commettez une infraction, alors il faut prendre en compte cette prise de stupéfiants. Ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Dans l'affaire Traoré, la Chambre de l'instruction dit, effectivement, il y a consommation de stupéfiants, il y a bien une origine exotoxique à ce qui s'est passé, mais elle dit, je ne peux rien en faire de ce sujet, parce que la loi ne dit rien. Et la Cour de cassation a confirmé. La Cour de cassation, qui statue en droit, a dit, c'est vrai, dans le Code pénal, on est allé regarder, et le Code pénal ne nous permet pas de dire si ce trouble d'origine exotoxique doit être traité ou ne doit pas être traité. D'accord. Ça va être compliqué à... déjà, est-ce que sur cette exception-là, donc sans remettre en cause le droit de l'irresponsabilité dans le Code pénal, vous êtes favorable à cette dérogation, finalement, cette exception à Halimi, on pourrait l'appeler ? À titre personnel, non. Non, parce que justement, Madame la députée disait, nous n'allons pas toucher à ce qui est fondamental dans le droit français, à savoir qu'on ne juge pas les fous, selon la formule trop triviale, mais on ne juge pas ceux qui, au moment du passage à l'acte, avaient un discernement aboli, n'avaient plus de libre arbitre, n'avaient pas de choix. Or, Madame la députée dit, mais exception, donc on touche à ce principe fondamental. Or, moi, je veux que l'on conserve ce qui est très important, parce que de petit glissement en petit glissement, nous allons déséquilibrer notre système pénal. En réalité, il y a une façon de sanctionner, bien sûr. Celui qui commet, en étant sain d'esprit, le délit de consommer des produits toxiques, commet un délit. Et s'il cause, sans l'avoir anticipé, sans l'avoir voulu, et en étant tout à fait inconscient au moment de l'acte meurtrier postérieur, s'il cause la mort, alors pour moi, il est, avec notre code pénal actuel, coupable d'homicide involontaire. Il a tué, sans l'avoir voulu, mais avec à l'origine une faute. Et je considère que l'on peut sanctionner, nous restons dans le cadre d'un délit,
c'est insatisfaisant encore aujourd'hui parce qu'on ne l'explique pas suffisamment pour les familles des victimes. Je comprends, on se dit, mais une peine de 5 ans d'emprisonnement à la hauteur de la douleur qui est la nôtre, bien sûr, c'est un critère que j'entends, un paramètre que j'entends dans le débat. Il faut expliquer que même avec l'exception proposée par Madame la députée, l'idée c'est que les peines seraient moins importantes qu'en cas d'homicide volontaire clair. Mais très lourdes quand même. Je crois que vous prévoyez des peines de 15 à 20 ans pour quelqu'un dont le discernement était aboli au moment où il aurait porté le coup meurtrier. Vous savez, c'est une exception. C'est une des premières exceptions dans notre système français. C'est important. Il faut y réfléchir prudemment. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça ? Je rejoins Maître Saint-Palais quand il dit qu'on ne juge pas les fous dans une société civilisée. Mais dans une société civilisée, on ne peut pas non plus se prévaloir de sa propre turpitude. C'est un grand principe, de sa propre faute. Il est aussi là le sujet. Je ne bouscule pas le régime de l'irresponsabilité pénale. Parce que ce que je dis, c'est que quand la prise de cannabis est prépondérante, quand c'est elle qui est la cause, alors elle doit être prise en considération. On est quand même face à des individus qui s'intoxiquent volontairement avec des produits interdits par la loi. Et l'une est censée ignorer que le cannabis peut produire des effets secondaires, même s'ils sont rares, ils existent. Mais tout le droit pénal, pardonnez-moi si je me trompe, est fondé sur la question de l'intentionnalité. Un homicide, c'est la volonté de tuer avec une intention préalable. Comment vous allez réussir à concilier cette question de l'intentionnalité sous cannabis ? Est-ce que ça remet en cause ce grand principe-là ? Non. Parce que passer par l'homicide involontaire permettrait de résoudre cette difficulté. C'est quelque chose que nous avons examiné, l'homicide involontaire. Moi, je n'y suis pas favorable parce qu'en termes d'échelle des peines, le compte n'y est pas. D'accord. C'est-à-dire que pour des infractions très graves, des crimes très graves, le compte n'y est pas. Mais ça veut dire qu'il va falloir prouver, si on prend votre exception, que au fond, la prise de stupéfiants était dans un but criminel ? Alors, juste pour revenir Parce que ça va sur l'intention, bien sûr que c'est un grand principe du droit pénal, évidemment. Mais vous avez aussi en matière de droit pénal des homicides involontaires. Un certain nombre d'infractions commises sans intention, faute d'imprudence, négligence, etc. Ça existe déjà. Ça n'est pas une révolution. Moi, ce qui m'intéresse, ce sur quoi je mets l'accent, c'est sur l'intoxication involontaire. Vous voyez, on ne peut pas, par exemple... Vous savez, le code pénal, il prévoit qu'en matière de violence volontaire, quand vous avez porté des coups à quelqu'un, vous pouvez être poursuivi pour cela. Et si vous êtes sous l'emprise de stupéfiants, c'est une circonstance aggravante. Comment expliquer que la prise de stupéfiants dans un homicide soit une circonstance entre guillemets atténuante ou d'exonération de responsabilité. Là, il y a un non-sens juridique et politique. Ça, c'est un point, en tout cas, je suis sûre que ceux qui nous regardent l'entendent. Oui, mais pardonnez-moi, avec une faiblesse dans le raisonnement, puisque sur les violences volontaires qui sont aggravées par la prise d'alcool, au moment du coup, l'homme est conscient, bien sûr. Il est conscient, son discernement n'est pas aboli. Et comme en plus il s'est intoxiqué, ce qui a pu décupler sa violence, donc la loi prévoit une sanction supplémentaire. Là, nous sommes dans des cas différents. Je pense aux jeunes schizophrènes. J'ai défendu des schizophrènes dont le discernement a été déclaré aboli par les experts, puis par les juges, qui, souvent, avaient pris en amont des stupéfiants. En étant, à ce moment-là, avec un discernement, certes altéré par la maladie, mais encore, ils étaient conscients. Mais heureusement que leur discernement, qu'ils n'ont pas été jugés. Parce qu'au moment du coup qu'ils ont porté, c'est là qu'il faut... On n'est pas comme dans les violences volontaires, dans les violences conjugales, ça n'a rien à voir. Il faut quand même être raisonnable sur ce que nous disons. Nous sommes à un stade, au moment de l'action, vous le disiez tout à l'heure, où il faut avoir l'intention de faire, où le discernement est aboli, la personne n'a pas eu son libre arbitre. C'est la maladie qui détermine ses gestes, vous imaginez ? Et donc on veut le sanctionner sur un artifice. Moi je cherche la responsabilité au moment de la prise de toxique, parce que ça peut arriver, on était encore lucide, on examine à ce moment-là de la prise de toxique, et on peut aggraver la peine parce que la conséquence a été supérieure. Mais en faire un crime passible de 15 à 20 ans, je vous assure, pour moi, c'est une erreur et c'est vraiment bousculer l'article 122. Il nous reste une poignée de secondes. On ne va pas vous réconcilier, c'est un vrai face-à-face. Nous ne sommes pas très loin, c'est très intéressant. Vous n'êtes pas très loin, mais le président veut une loi. Et nous sommes à l'Assemblée nationale, c'est le législateur qui décidera. C'est la chancellerie... Oui, à cette nuance près que ce sont des travaux qui ont été menés indépendamment du texte qui est en train de... Oui, alors justement, c'est ma dernière question, il nous reste très peu de temps. J'ai un collègue d'opposition avec moi qui a travaillé sur ces travaux et nous avons convergé dans nos conclusions. Oui, alors il y a aussi un texte en préparation à la chancellerie, chez Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux. Ce que vous avez fait là, vous l'avez déjà transmis, vous avez un retour, est-ce qu'il y a une chance que ce soit repris dans la loi ?
Alors, rien n'a été transmis. Je pense que le gouvernement en a pris connaissance ce matin, au moment où nous avons nous-mêmes présenté nos conclusions, puisque nous avons travaillé pour l'Assemblée nationale. C'est un travail parlementaire, ça c'est important. Et chacun travaillait indépendamment l'un de l'autre. Évidemment, ce que nous souhaitons, c'est la co-construction. Voilà. Le rapport a été unanimement accueilli ce matin en commission des lois par l'ensemble des groupes. Donc ça, c'est un point qui n'est pas négligeable. J'ai bon espoir que nous réussissions à avancer ensemble. Très bien. En tout cas, ce rapport, il existe, il est public. Et le texte de loi d'Éric Dupond-Moretti, normalement, c'est septembre, si je ne dis pas de bêtises. On verra comment évolue ce débat très sensible. Quand l'émotion et le droit sont si intimes, c'est toujours compliqué. Merci. Je crois qu'on a été clair. C'est un sujet complexe. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de LCP. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain pour un nouveau Ça vous regarde. Restez avec nous. Votre soirée documentaire, c'est un film Cancre. Je suis sûre que c'est passionnant. Très belle soirée. À demain.